et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je prends un livre qui se trouve dans ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, c'est le Phédon de Platon. Un des dialogues les plus célèbres et les plus commentés de Platon. L'un des dialogues les plus fins, les plus subtils. Un dialogue qui fait partie de l'époque de maturité de Platon. Un dialogue qui a été écrit dans la même période que le banquet et que la République. Un dialogue qui a été donc aussi au cœur de l'exégèse des écoles néoplatoniciennes, de Plotin, de Longin, en passant par Plutarque d'Athènes, et puis par Damascène. Un texte pour lequel j'ai sans doute quelque appréhension pour le présenter, puisque parler de Platon, rendre compte de Platon, ce n'est pas une formalité, c'est une science en tant que telle. Ce sont des textes porteurs d'une science philosophique subtile, compliquée, une science de l'interprétation aussi, tout aussi compliquée. Alors je vais essayer, de façon tout à fait modeste et humble, de dresser un compte-rendu de ce monument de la philosophie européenne, de la philosophie grecque, et de vous donner le goût et peut-être même l'appétit de le lire et d'en approfondir la découverte, et de vous forger peut-être votre propre sentiment à ce sujet que le Platon, puisque Platon parle à nos âmes, et souvent on communique mieux avec Platon en se défaisant de tous les commentaires et de toutes les gloses qui ont été écrites autour de chacune de ses œuvres, et en essayant de se forger sa propre interprétation. Platon a pour chacun de nous une résonance qui peut être particulière à chacun et qui peut faire toute la saveur de la lecture de Platon et du Phédon. Et avant de parler de Platon, avant de parler du Phédon, j'aimerais, comme de coutume, m'appesantir sur l'image d'illustration qui a été choisie par Flammarion, par les éditions Flammarion, pour figurer ce que peut être l'objet du Phédon. Et cette image d'illustration reprend, sauf les couleurs, hormis les couleurs, une partie d'une fresque murale retrouvée à Paestum en Italie. Une partie, puisque c'est une tombe, la tombe du plongeur, et cette partie de fresque où l'on voit un plongeur sauter dans l'onde recouvrait la tombe. C'est la plus ancienne fresque murale découverte à ce jour. Elle a été découverte en 1969 et elle est datée de 480 avant Jésus-Christ. Elle est d'Italie du Sud et on n'a aucun autre exemple d'une fresque murale représentant un plongeur sautant dans l'onde comme on le voit ici. Et pendant très longtemps, pendant la plupart du temps, et je pense que l'interprétation reste encore d'actualité, on a pensé que comme c'était une tombe et qu'il y avait un plongeur, que cette figure du plongeur était métaphorique, qu'elle pouvait signifier symboliquement le passage de la vie à la mort, ce grand plongeon que l'on fait, ce grand plongeon vers l'inconnu, entre la vie et la mort. Et puis l'Italie du Sud, au début du 5e siècle avant notre ère, était quand même la chasse gardée d'une école philosophique qui était le pythagorisme. Les pythagoriciens qui régnaient sans partage sur l'Italie du Sud et qui ont été sujets à plusieurs révoltes contre leur puissance et leur pouvoir, puisque
Les pythagoriciens étaient souvent les aristocrates des cités d'Italie du Sud, de la Grande Grèce comme on l'appelait. Et cette fresque murale a été retrouvée dans cette atmosphère pythagoricienne. Et on sait que les pythagoriciens plaidaient pour l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme. Et l'immortalité de l'âme, c'est tout l'objet du Phédon de Platon. C'est tout l'objet de ce dialogue de Platon qui porte sur l'âme, sur son immortalité et sur ce qui se passe quand l'âme est déliée du corps. Donc voilà pourquoi cette image d'illustration a été choisie. Et puis dans le Phédon de Platon, les pythagoriciens sont aussi acteurs du dialogue, puisque par l'intermédiaire de deux personnages qui donnent la réplique à Platon et qui ont été formés par des pythagoriciens, ils s'insèrent dans le dialogue. Simmias et Cébès, le Béotien Cébès et le Thébain Simmias, qui ont été les élèves avant de rencontrer Socrate, qui ont été les élèves de Philolaos de Crotone, qui lui-même a été le premier à transposer par écrit les enseignements de Pythagore. Donc voilà pour ce qui est de l'image d'illustration, image métaphorique du passage de la vie vers la mort, la tombe du plongeur de Paestum. Donc il y a seulement les éléments figuratifs de l'illustration sont authentiques. Pour ce qui est des couleurs, ça c'est fantaisiste. Et donc parlons maintenant de Platon. Platon qui est le philosophe le plus connu certainement de l'Europe, du monde occidental. Platon qui est, avec Aristote, le philosophe de l'Antiquité le plus célèbre. Platon qui a été un disciple de Socrate. Platon qui a écrit pas moins de 35 dialogues tous centrés sur la personne et la personnalité de Socrate. Platon qui est issu de la plus grande noblesse athénienne, puisqu'il est le fils d'Ariston, qui descend du roi Codros d'Athènes, et il est aussi le fils de Périctionée, qui descendrait de Solon. Donc Platon, c'est un membre de l'aristocratie athénienne. Il est né en 427 avant Jésus-Christ. Et il est l'un des derniers disciples de Socrate. Il est aussi l'un des plus jeunes disciples de Socrate, puisqu'il a rencontré Socrate à l'âge de seulement 20 ans, en 407 avant notre ère, à un moment où Socrate, lui, en avait 63 ans. Ce qui fait que, biologiquement parlant, Socrate pouvait possiblement être le grand-père de Platon. Il y a une immense différence d'âge, et Platon n'est pas le seul très jeune disciple de Socrate, il y en a plusieurs. Il y a toute une bande de jeunes hommes qui suivent Socrate, et ça explique aussi, et c'est aussi un facteur de ce qu'on a ensuite reproché à Socrate, et c'est pourquoi il a été condamné. On l'a accusé pour le condamner de corrompre la jeunesse. Et en voyant l'âge de Platon, quand il rencontre Socrate, qui a déjà 63 ans, on voit que Socrate, en effet, exerçait un certain magnétisme sur la jeunesse dorée d'Athènes, qui venait à ses cours, et il fréquentait aussi bien des gens plus âgés. Les gens plus âgés fréquentaient Socrate, mais la plus grande partie des gens qui suivaient Socrate étaient jeunes. Il y avait une grande différence d'âge entre Socrate et ses disciples. Très grande différence d'âge entre Socrate et ses disciples. Donc Platon a ensuite construit la totalité de son œuvre sur le récit de ce qu'ont été les enseignements de son maître. Platon, de son vrai nom, s'appelle Aristoclès, et il a reçu ce surnom de Platon par son instructeur de lutte, Ariston d'Argos, qui l'a appelé ainsi parce qu'il le trouvait de constitution robuste. Et Platon voudrait dire en grec quelqu'un de robuste, de fort, de trapu. Et c'est en arborant ce surnom qu'il a rencontré Socrate, puisque Platon a continué pendant la première partie de sa jeunesse à pratiquer la lutte. Et il a été d'ailleurs, selon Diogène Laërce,
un sportif accompli puisqu'il a participé aux Jeux ismiques, et c'est peu après avoir connu ses premières gloires aux Jeux ismiques qu'il aurait rencontré Socrate. Socrate qui était à l'époque déjà célèbre, Socrate qui avait déjà eu des disciples, Socrate qui faisait déjà partie des célébrités de la Grèce. Et Platon, on ne sait comment il a rencontré Socrate, mais certainement par le fait qu'il faisait partie des notables d'Athènes, et que Socrate résidait à Athènes. Platon a donc rédigé 35 heures. Il y a des œuvres qui font partie d'une période qu'on appelle la période de jeunesse de Platon, sa période de jeunesse, qui sont constituées par l'Apologie, le Criton, le Protagoras, sa période de transition avec le Ménon, le Gorgias, l'Hippias, le Tidème, puis sa période de maturité, la période qui nous intéresse, où il aurait composé entre 385 avant Jésus-Christ et 370 le Banquet, le Cratyle, le Phédon et la République, et même le Phèdre. C'est sa période où se trouvent ses plus célèbres dialogues. C'est la période où il vient tout juste de fonder l'Académie en 387 avant Jésus-Christ, après son voyage en Sicile à la rencontre du tyran de Syracuse, qui l'aurait expulsé et qui l'aurait réduit en esclavage. Et pour se sauver de cela, Platon aurait été racheté comme esclave à Égine. Seulement, il y a une découverte très récente qui fait l'actualité, c'est la découverte des papyrus, ce n'est pas la découverte, mais c'est plutôt la façon dont on a pu déchiffrer les papyrus de la villa de Pison à Herculanum. Pison, le beau-père de César, qui avait une villa à Herculanum qui a été ensevelie par les cendres de Pompéi. Bien dans cette villa, on a découvert toute une série de volumens carbonisés en 1752. Et d'ailleurs, ces papyrus carbonisés, ces rouleaux, impossibles à déceler, servaient souvent de cadeaux diplomatiques entre les diverses cours européennes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et même pendant les guerres napoléoniennes, où Napoléon troquait ces papyrus qu'on ne pouvait pas ouvrir en raison de leur état de carbonisation. Et bien très récemment, avec les dernières avancées technologiques, on a pu dérouler certains de ces papyrus et les lire. Et la plupart de ces papyrus sont signés par un auteur dont on a peu de choses et qui se dévoile à nous. C'est le professeur de Virgile, Philodème de Gadara, qui était protégé par Pison et qui à Herculanum avait entreposé une grande partie de son œuvre. Et Philodème de Gadara est l'auteur d'une histoire de l'Académie, centrée sur l'histoire de l'Académie de Platon, et donc il parle bien évidemment de Platon. Et dans cette partie de papyrus qui a été déchiffrée de Philodème de Gadara, on apprend que Platon aurait entrepris son voyage en Sicile bien plus tôt qu'on ne le pense, et ce même avant la mort de Socrate, vers 404, et que c'est à cette occasion qu'il aurait été fait esclave et puis racheté. Donc voilà pour ce qui est des éléments biographiques de Platon qui changent, et puis autre élément biographique de Platon qui change avec cette découverte des papyrus de la villa des Papyri et Herculanum, c'est que Platon serait mort d'une fièvre, alors que pour Diogène Laërce et pour la tradition commune, Platon serait mort d'un épisode de gloutonnerie, ce qui collait mal avec le philosophe et avec la vie philosophique. Donc, et ce qui aurait pu être, et c'est une légende qui a pu être formée par ses détracteurs. Donc Philodème de Gadara nous explique que Platon serait mort d'une grosse fièvre à 81 ans, et qu'il se serait permis à cette occasion de critiquer un joueur de sitar qui, à son goût, jouait mal. Voilà. Et ça dit toute la mythologie autour de Platon. Platon qui a conservé une popularité incroyable, qui était comme un fondateur de secte, si vous voulez, 400 ans, 500 ans, 600 ans après sa mort,
et dont l'anniversaire de naissance, puisque Platon serait né le même jour qu'Apollon, dont l'anniversaire de naissance, et avec l'anniversaire de naissance de Socrate, était célébré par des grandes festivités, comme si c'était l'anniversaire d'un dieu. Alors, Platon a écrit plein de dialogues, et je vous laisse les découvrir, mais moi j'ai choisi le Phédon. Le Phédon qui est le dialogue qui met en scène la mort de Socrate. La mort de Socrate, et c'est le dialogue qui introduit l'objet mort dans le discours philosophique. Le banquet avait introduit l'objet de l'amour et du désir. Le Phédon introduit la mort et comment appréhender la mort dans la philosophie. Et ce Phédon aurait été rédigé en 382 avant Jésus-Christ, après le banquet, après le Cratyle et juste avant la République. Donc vraiment, le Phédon s'insère dans un moment où Platon est au plus haut de sa productivité, Platon est au plus haut de sa science, et c'est pour cette raison que le Phédon est et reste encore l'un des dialogues de Platon les plus commentés. Il a été et il a toujours fait partie d'un corpus littéraire primordial pour l'éducation des gens de la haute société, et il a toujours été médité par des personnalités comme Caton d'Utique, qui, avant de se donner la mort, avant l'arrivée de César, après que César ait vaincu les rebelles à Thapsus, Caton était à Utique, et avant de se donner la mort, Caton aurait lu 2 voire 3 fois le Phédon de Platon, et c'est après avoir lu 2 ou 3 fois le Phédon de Platon que Caton se serait donné la mort. C'est dire à quel point ce texte est inséparable de la culture gréco-latine. C'est dire à quel point ce texte est au fondement de la civilisation occidentale. Et donc le Phédon, pour poser le contexte, eh bien, c'est la mort de Socrate, et donc Socrate a été jugé. Socrate a été condamné à mourir, mais Socrate ne peut pas mourir tout de suite, puisqu'il y a un événement religieux qui ne peut pas souffrir de la mort d'une personne, un événement religieux qui ne peut pas souffrir que le sang soit versé pendant qu'il se déroule, qui interrompt le processus de mise à mort de Socrate et qui fait que Socrate reste plusieurs semaines en prison dans l'attente que la fin des festivités religieuses se termine, ces festivités religieuses qui se passent à Délos et qui célèbrent le retour de Thésée. Socrate doit attendre le retour d'un navire qu'on appelle la Délienne, et qui, couronné, doit remettre en scène l'arrivée de Thésée et le retour de Thésée, et le mythe de Thésée qui sauve Athènes de la domination de la Crète. Et donc Socrate attend ce retour de la Délienne. Ce qui fait que on a une attente, on a un discours, et après on a la mort de Socrate qui survient, mais avant il y a tout un discours sur la mort et sur l'immortalité de l'âme, sur ce qui fait que l'âme ou non est immortelle. Et Socrate, comme à son habitude, a des contradicteurs qui soutiennent que l'âme n'est pas immortelle, que la mort survient, et de fait, ils ne comprennent pas, ces contradicteurs, pourquoi Socrate semble se réjouir de la mort, et de la mort qui lui est assignée. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi il a refusé de s'enfuir. Ils ne comprennent pas pourquoi Socrate accepte et ouvre les bras, comme il le fait, à la mort. Et pour vous rendre plus manifeste le contexte, eh bien, je vais lire les premières lignes du dialogue du Phédon, qui pose tout à fait bien le contexte. Phédon, c'est
comme Platon, un très jeune disciple de Socrate. Il a la vingtaine. Et au retour à son retour d'Athènes, après que Socrate ait été mis à mort, il raconte à un disciple, à, à- à une personne de Phlyonte, puisque Phédon retourne à Phlyonte, il raconte à un certain Ékécrate et à d'autres personnes de Phlyonte comment Socrate est mort. Et toutes ces personnes qui vivent à Phlyonte sont très intéressées de savoir comment Socrate est mort. Et apparemment, la renommée de Socrate arrive jusqu'à Phlyonte et voire à toute la Grèce. Et ça prouve que Socrate était, de son vivant, très connu et très populaire. Et que sa sagesse était reconnue par l'ensemble de la Grèce. Eh bien, cet Ékécrate est lui aussi un pythagoricien, puisque les pythagoriciens ont été expulsés d'Italie du Sud vers 454 avant Jésus-Christ. Philolaos de Crotone et Lysias de Tarente ont subi une révolution anti-pythagoricienne qui a touché toute l'Italie du Sud, et les pythagoriciens, qui ont été expulsés dans l'ensemble de l'Italie du Sud, se sont réfugiés dans 2 villes de la Grèce continentale, à savoir Thèbes, d'où sont issus Simmias et Sébès, et Phlyonte. Phlyonte qui était un lieu de passage célèbre de Pythagore lui-même, puisque Pythagore, avant d'aller et d'immigrer en Italie du Sud, Pythagore étant né et originaire de l'île de Samos, il est passé par Phlyonte, et à Phlyonte, il aurait rencontré le tyran de Phlyonte, le tyran de Phlyonte qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelait Léon, je crois. Et ce tyran lui a demandé à Pythagore, qui es-tu, Pythagore, qui es-tu? Et c'est là que Pythagore aurait forgé le terme pour la première fois, le terme de philosophe, car Pythagore était trop humble pour se dire sage, mais il s'inscrivait dans une quête de la sagesse, et ainsi pour se définir, il a choisi de dire qu'il était quelqu'un qui aimait la philosophie, et c'est à ce moment-là qu'a été forgé le terme, maintenant usité et ultra usité par tous, de philosophe. Donc Phlyonte est une ville symbolique de la philosophie, une ville ultra importante pour la construction de ce qu'est la philosophie. C'est là où Pythagore aurait inventé le terme de philosophe. Et donc c'est donc à Phlyonte que Phédon raconte toute l'histoire de la mort de Socrate. Et à ce titre, c'est un dialogue qu'on appelle raconté. Il y a 3 types de dialogues dans les dialogues de Platon. Il y a le dialogue direct, le dialogue raconté et le dialogue exposé. Eh bien, c'est un dialogue raconté où un témoin de la scène raconte et entrecoupe le récit par d'autres interventions, par des questions, par des reprécisions. Et donc, en vous lisant la première partie du dialogue, vous allez comprendre comment ce dialogue se met en place. Comment Platon a construit ce dialogue qui est raconté par un tiers, à savoir Phédon d'Hélice, qui ensuite, comme beaucoup d'autres disciples de Socrate, fondera sa propre école philosophique, l'école de Mégare. Mais à ce moment-là, il vient tout juste de revenir d'Athènes et il se donne la mission de raconter comment Socrate est mort. Donc Ékécrate, au tout début du dialogue, interroge Phédon qui vient d'arriver à Phlyonte. Toi-même, Phédon, est-ce que tu étais présent auprès de Socrate le jour où, dans sa prison, il a bu le poison? Ou as-tu pu apprendre de quelqu'un d'autre ce qui s'est passé? J'y étais, Ékécrate. Qu'est-ce donc qu'a dit cet homme avant sa mort? Et comment est-il mort? Ce serait vraiment pour moi un plaisir de l'apprendre. Car parmi mes concitoyens de Phlyonte, il n'y a, autant dire, pas un qui, pour l'instant, fasse régulièrement le voyage d'Athènes. Et cela fait un bon moment qu'il ne nous arrive de là-bas aucun étranger, aucun du moins qui soit capable de nous renseigner clairement à ce sujet, sauf, évidemment, sur le fait que Socrate est mort en buvant le poison. Mais pour le reste, personne n'était en mesure de rien nous expliquer. Donc, vous n'avez rien su non plus des circonstances de son procès,
ni de la façon dont il s'est déroulé? Si, cela quelqu'un nous l'a rapporté. Et justement, nous nous étonnions. Alors que le verdict était rendu depuis longtemps, Socrate n'est, à l'évidence, mort que beaucoup plus tard. Qu'est-ce qu'il y avait, Phédon? Dans son cas avec Écrate, c'est le sort qui s'en est mêlé. Le sort a voulu en effet que, la veille du jugement, la poupe du navire que les Athéniens envoient à Délos ait été couronnée. Mais de quel navire parles-tu? Il s'agit du navire sur lequel, à ce que racontent les Athéniens, Thésée avait transporté autrefois les fameux 2x7 garçons et filles qu'il conduisait en Crète. Il les sauva, et se sauva lui-même. Or, selon la légende, on avait fait ce vœu à Apollon. Si cette fois les jeunes gens étaient sauvés, on enverrait tous les ans un pèlerinage à Délos, celui-là même que chaque année depuis lors et encore maintenant, les Athéniens n'ont jamais cessé d'envoyer vers le dieu. Dès que ce pèlerinage commence, c'est pour eux une loi que tout le temps qu'il dure, la cité restera pure. Donc qu'aucun condamné ne sera exécuté au nom du peuple jusqu'à ce que le navire touche à Délos et en revienne. Mais cela peut parfois prendre beaucoup de temps, lorsque le sort fait les vents contraires et retient les navigateurs. Le pèlerinage commence dès que le prêtre d'Apollon a couronné la poupe du navire. Or, le sort a voulu, je le répète, que cela se passa juste la veille du jugement. Voilà pourquoi Socrate est resté si longtemps en prison, tout le temps qui s'écoula entre son procès et sa mort. Mais ce qui entoura cette mort, Phédon, les paroles, les actes de tous les familiers de cet homme qui étaient présents, à moins que les magistrats n'aient interdit toute présence et qu'il n'ait fini sa vie sans amis auprès de lui. Pas du tout. Certains étaient présents. De fait, il y en avait même beaucoup. Alors, aie à cœur de tout nous rapporter aussi clairement que tu pourras, à moins que ton temps ne se trouve pris par une affaire plus urgente. Au contraire, j'ai tout mon temps libre, et je vais essayer de tout vous raconter en détail. Car pour moi, toujours, il n'est pas de plus grand plaisir que de me souvenir de Socrate, que j'en parle moi-même, ou que j'entende un autre en parler. En vérité, Phédon, crois bien que les autres, ceux qui s'apprêtent à t'écouter, éprouvent eux aussi le même sentiment. Aussi, efforce-toi de tout nous retracer en détail, avec le plus de précision possible. Très bien. Pour ma part, tandis que j'étais présent auprès de lui, je ressentais des choses très étonnantes. D'un côté, ce n'était pas de la pitié qui me venait, comme lorsqu'on assiste à la mort d'un homme qui vous est cher, car cet homme était manifestement heureux, avec Écrate, à en juger d'après son attitude et son langage. Tant il montrait de fermeté et de noblesse en quittant la vie, à tel point qu'il me donnait l'impression, lui qui pourtant s'en allait chez Hadès, de ne pas s'y rendre sans un privilège divin, et bien plus, de devoir, une fois arrivé là-bas, y trouver un bonheur tel que jamais on n'en a connu. Pour toutes ces raisons, rien qui ressemblât le moins du monde à de la pitié ne me venait, comme on eût pu l'attendre de la part de qui assiste à un malheur. Je n'éprouvais cependant pas non plus un plaisir semblable à celui que je prenais lorsque, comme nous en avions l'habitude, nous étions plongés dans de la philosophie. Car telle était bien la nature des discours que nous échangions. Non, sincèrement, j'étais envahi par un sentiment déconcertant, curieux mélange où entrait certes du plaisir, mais aussi de la douleur, quand me revenait à l'esprit que cet homme-là, tout à l'heure, allait cesser de vivre. Et nous tous qui étions présents, nous nous trouvions à peu près dans le même état. Tantôt riant, parfois pleurant, mais celui d'entre nous qui poussait les choses à l'extrême, c'était Apollodore. Je pense que tu connais le personnage et sa manière. Évidemment. Eh bien, si lui était complètement submergé par ses émotions, j'avoue que j'étais moi-même très agité, et les autres aussi. Mais enfin, Phédon, qui se trouvait auprès de Socrate? Il y avait donc là, comme concitoyen, cet Apollodore, aussi Critobule et son père, et encore Hermogène, Épigène, Échine et Antisthène. Il y avait également Ctésippe de Péanée, Ménexène et quelques autres Athéniens, mais Platon, je crois, était malade. Est-ce qu'il y avait des étrangers? Oui, Simmias le Thébain notamment. Et Cébès, et Phédontès, venus de Mégare, Euclide et Terpsion. Aristippe et Cléombrote étaient sûrement là? Et non. Ils étaient à Égine, à ce qu'on disait. Personne d'autre? Voilà à peu près tous ceux qui étaient présents, je crois. Bien alors, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est dit? Je vais essayer de tout te raconter en détail, en commençant par le commencement.
Il faut te dire que chaque jour, et surtout les jours qui précédèrent celui-là, nous avions, moi et les autres, l'habitude d'aller voir Socrate. Nous nous rassemblions dès l'aube dans le tribunal, celui justement où avait eu lieu son procès, qui se trouvait tout près de la prison. Donc, chaque matin, nous attendions là en parlant entre nous que la prison fût ouverte. Elle ne s'ouvrait pas de très bonne heure. Dès son ouverture, nous entrions auprès de Socrate et passions la plus grande partie de la journée avec lui. Mais ce jour-là, bien sûr, nous nous sommes rassemblés encore plus tôt, car la veille, comme vers le soir nous sortions de la prison, nous avions appris que le navire était revenu de Délos. Aussi, nous étions-nous donné le mot d'arriver à l'endroit habituel le plus matin possible. À peine étions-nous arrivés que le portier, c'était lui qui d'habitude nous entendait venir, sortit à notre rencontre pour nous dire de patienter, et de ne pas nous présenter avant qu'il ne nous y eût invités. Les 11, nous dit-il, sont en train de délier Socrate et s'occupent à donner des ordres pour qu'il meure aujourd'hui. De fait, il revint peu de temps après et nous autorisa à entrer. Or, une fois entrés, nous avions devant nous Socrate qu'on venait de délier, mais aussi Xanthippe, tu la connais, qui, assise auprès de lui, tenait dans les bras son petit enfant. Dès que Xanthippe nous aperçut, elle éclata en lamentations, et se mit à tenir le genre de propos habituels aux femmes. « Ah, Socrate, c'est la toute dernière fois que tes amis vont pouvoir parler avec toi, et toi avec eux. » Socrate jeta un coup d'œil à Criton. « Criton, dit-il, que quelqu'un la reconduise à la maison. » Pendant que des serviteurs de Criton l'emmenaient, elle continuait de crier et de se frapper la poitrine. Socrate se redressa alors pour s'asseoir sur son lit, replia la jambe, se mit à la frotter longuement de la main, et, tout en la frottant, « Quelle chose déconcertante, mes amis, dit-il, semble être ce que les hommes appellent l'agréable. Et quel étonnant rapport sa nature entretient avec ce qu'on tient pour être son contraire, le pénible. En l'homme, aucun des deux ne consent à coexister avec l'autre. Mais si on poursuit l'un et qu'on l'attrape, on peut presque dire qu'on est obligé d'attraper toujours aussi l'autre. Comme si, bien qu'étant deux, ils étaient attachés à une unique tête. Et il ajouta, « Il me semble que si Ésope avait réfléchi à cela, il en aurait fait une fable. » Et donc c'est là que Socrate introduit le discours et la conversation par une réflexion sur la douleur et sur l'alternance de la douleur et de l'absence de douleur, ce qui peut faire penser un peu plus tard à ce que dit Épicure sur la douleur, et par l'évocation d'Ésope, puisque Socrate, alors qu'il s'apprête à passer de la vie vers la mort, s'est donné la mission d'écrire. Pour la première fois, Socrate veut écrire et il écrit, et il se met à écrire et à transposer par écrit une fable d'Ésope. Ésope, lui, auteur de fables, n'a jamais rien écrit, et toutes les fables d'Ésope étaient transmises à l'époque par la tradition orale. Et donc Socrate, qui selon lui manque d'originalité et manque d'inspiration, mais qui veut obéir au songe que lui a envoyé Apollon, s'apprête à mettre en vers une fable d'Ésope et à la transposer par écrit. Et tout le monde s'étonne de cette subite lubie de Socrate qui veut pour la première fois se mettre à écrire, à enfanter une œuvre pour la postérité et à répondre aux vœux d'Apollon. Et c'est après que Socrate pose la question qui va filer tout le long du dialogue et qui va être l'objet principal de la discussion. La mort. Qu'est-ce que la mort? Est-ce que la mort est la fin de toute chose? La mort est-ce quelque chose? Et puis de cette question, la mort est-ce quelque chose? Cette question va enfanter ensuite la question sur l'immortalité de l'âme ou sur sa corruption, va enfanter la question de l'union de l'âme et du corps, va enfanter la question de la vie et de la mort, va enfanter plein de questions qui vont
être sujet à des débats entre Simmias et Cébès d'un côté et Socrate de l'autre qui, comme à son habitude et comme dans tous les dialogues de Platon, réfute et arrive à bout des objections de ses adversaires. Et de fait, je vous lis pour introduire le moment où Socrate passe de sa lubie pour Ésope et donc à la façon d'ordonner ses dernières volontés en répondant au vœu d'Apollon. Je vous lis donc le passage où le cœur du sujet arrive, le passage où Socrate commence à discourir sur ce qu'est la mort, l'objet de toutes les préoccupations du moment des gens qui entourent Socrate et qui se lamentent parce qu'ils vont perdre leur maître adoré, Socrate, la lumière de la Grèce. La mort, pensons-nous que c'est quelque chose? Oui, assurément, fut la réponse de Simmias. Se peut-il qu'elle soit autre chose que la séparation de l'âme d'avec le corps? C'est bien cela, être mort. Le corps séparé d'avec l'âme en vient à n'être que lui-même en lui-même, tandis que l'âme séparée d'avec le corps est elle-même en elle-même. Se peut-il que la mort soit autre chose que cela? Non, c'est bien cela, dit-il. Examine alors, mon cher, s'il te paraît possible de partager les opinions qui sont les miennes. Car je crois que c'est à partir d'elles que nous en saurons plus sur ce qui reste à examiner. Est-ce que cela te paraît être le propre d'un homme qui est philosophe que de prendre au sérieux ce qu'on appelle des plaisirs, l'espèce de plaisir que l'on prend, par exemple, à la nourriture et à la boisson? Pas du tout, Socrate, dit Simmias. Et au plaisir charnel? Non plus. Et tous les autres soins que l'on donne au corps? Crois-tu qu'un homme de ce genre leur accorde quelque importance? Par exemple, acheter des manteaux et des chaussures qui soient distingués, ou des accessoires servant à embellir le corps, crois-tu qu'il y accorde quelque importance? Ou au contraire, aucune, pour autant du moins qu'il n'est pas absolument obligé d'en prendre sa part. Pour moi, je crois qu'il n'y accorde aucune importance, dit-il. En tout cas, celui qui vraiment est philosophe. Ton opinion, dit Socrate, est donc que, en général, la préoccupation d'un tel homme n'est pas de se soucier du corps, mais de s'en éloigner autant qu'il en est capable, et de se tourner vers l'âme? Selon moi, oui. C'est donc d'abord en de telles circonstances que l'évidence s'impose. Le philosophe délie son âme autant qu'il le peut, de toute association avec le corps, d'une façon qui le distingue de tous les autres hommes. Oui, et sans doute Simmias, aux yeux de la plupart des gens, l'homme à qui ce genre de plaisir ne fait aucun plaisir et qui juge bon de ne pas en prendre sa part, doit estimer que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Au contraire, celui qui n'a que faire des plaisirs, de ceux que le corps procure, doit tendre à leurs yeux vers un état passablement proche de la mort. Tu dis la pure vérité. Bon, et quand il s'agit de se mettre à penser, le corps fait-il ou non obstacle quand, poursuivant une recherche, on s'avise de l'y associer? Je veux dire à peu près ceci. La vue ou encore l'ouïe comporte-t-elle pour les hommes une vérité quelconque? Ou au moins, est-ce que cela ne se passe pas comme même les poètes ne cessent de nous le rabâcher? Nous n'entendons rien, ne voyons rien avec exactitude. Or, si parmi les perceptions du corps, ces deux-là ne sont ni exactes ni claires, ne parlons pas des autres. Car elles sont toutes, j'imagine, plus imparfaites que celles-là. N'est-ce pas ton avis? Si, tout à fait, dit-il. À quel moment donc, dit Socrate, l'âme saisit-elle la vérité? Chaque fois en effet qu'elle se sert du corps pour tenter d'examiner quelque chose, il est évident qu'elle est totalement trompée par lui. C'est vrai. Alors, n'est-ce pas dans l'acte de raisonner, et nulle part ailleurs, quand vienne à se manifester à elle ce qu'est réellement la chose en question? Oui. Et je suppose, l'âme raisonne le plus parfaitement quand ne viennent la perturber ni audition, ni vision, ni douleur, ni plaisir aucun, quand au contraire elle se concentre le plus possible en elle-même et envoie poliment promener le corps. Quand, rompant autant qu'elle en est capable toute association comme tout contact avec lui, elle aspire à ce qui est. Oui, c'est ainsi. Et c'est donc aussi à ces moments-là que l'âme du philosophe accorde le moins d'importance au corps, s'évade de lui et cherche à se concentrer en elle-même. Oui.
Bien, et maintenant, Simias, ceci encore, affirmons-nous qu'il existe quelque chose de juste en soi, ou le nions-nous, par Zeus certes, et quelque chose de beau, de bon, sans aucun doute, en fait, une chose de ce genre, en as-tu encore jamais vu de tes yeux vus? En aucune façon, dit-il. Mais ces choses, alors, tu les as saisies par une perception différente de celles qui ont le corps pour instrument. Je veux parler de ce qui, pour chaque chose, par exemple la grandeur, la santé, la force, bref, toute chose sans exception, constitue son essence. Ce que chacune se trouve être. Est-ce que c'est par l'intermédiaire du corps qu'est considéré ce qu'il y a de plus vrai en elle? Est-ce que ce n'est pas plutôt de cette manière, celui de nous qui sera le mieux, et avec le plus grand souci de précision, préparé à réfléchir sur ce qu'est en elle-même chacune des réalités qu'il examine? Ne serait-il pas, lui, sur la bonne voie, et au plus près de connaître chacune de ces réalités, si absolument? Donc Socrate pose comme base le fait que l'âme est la seule habilité à raisonner sur le vrai, et que le corps nous trompe, que les éléments sensibles de notre vie nous trompent, que les sens sont trompeurs. Et cette idée va être reprise avec force dans la République de Platon, où Platon met en scène la fameuse métaphore de la caverne, de ces hommes qui sont prisonniers du monde sensible et qui n'arrivent pas à s'extraire de cette prison qui ne leur fait voir que ce qui est à portée de main, prison qui est constituée par la multitude de leurs sens, ouïe, audition, toucher, qui les induisent en erreur et qui les attachent de façon indéfectible à un monde, à un monde, à un monde, à un monde obscur, à un monde restreint, à un monde étroit, et qui ne leur permet pas de s'élever par la pensée. Et c'est ensuite que là, tout le monde est d'accord pour dire que l'âme est la chose la plus belle, qu'elle devance et sublime le corps, enfin qu'elle est au-dessus du corps et qu'elle se place au-dessus du corps. Mais ensuite, on n'est plus d'accord. Simias, le Thébain, Cébès, le Béotien ne sont plus d'accord pour dire que l'âme est immortelle. Ils ne le pensent pas. Simias et Cébès pensent, et ce qui est étrange car ils sont pythagoriciens, pensent que l'âme se disperse après la mort, que le corps entraîne la mort de l'âme. Et Socrate entend bien que la mort signifie la mort de l'âme, mais dire qu'une âme est morte n'a pas de sens pour Socrate. L'âme peut périr, mais l'âme continue à être. La vie, pour Socrate, c'est l'union d'un corps et d'une âme. La mort, c'est la désunion du corps et de l'âme. Ce n'est que la déliaison du corps et de l'âme, la mort. Alors que l'union, c'est la liaison du corps et de l'âme. Ce qui fait que l'âme subsiste. Et Simias et Cébès ne sont pas convaincus de cela. C'est pour cette raison que Socrate va et mobilise certains éléments pour leur convaincre que l'âme à la fois préexiste à la formation du corps et que l'âme continue à vivre après la dissolution du corps. Et donc, première base qui a été posée, c'est que le corps fait obstacle à la pensée, et que le philosophe doit être content de quitter un corps qui fait obstacle à la pensée, puisqu'il a passé la plus grande partie de sa vie à se concentrer sur sa pensée, et qu'il a dû subir les contraintes d'un corps qui s'invitait dans les recherches, qui s'invitait dans les méditations, qui s'invitait dans les préoccupations qu'on doit lui donner, tous ces affairements du corps qui empêchent l'homme de se concentrer sur lui-même et sur sa pensée, sur son âme, ce corps qu'il faut bien entretenir, et ce corps dont il n'est pas permis de s'évader, puisque se donner la mort, Socrate le dit, est interdit par les dieux, et on ne fait pas ce qu'on veut de son corps, puisque le corps appartient aux dieux, et que on peut raisonnablement penser que si on se tue, on va mécontenter ceux
qui veille sur nous, les dieux, et qu'on va récolter la fureur de ceux qu'on a voulu rejoindre alors qu'on n'avait pas été invité à les rejoindre. Et donc, pour expliquer que l'âme préexiste au corps, eh bien, Socrate utilise la théorie des contraires. Les contraires s'engendrent mutuellement. Pour que la mort soit mort, il faut qu'il y ait vie. Et pour que vie soit vie, il faut qu'il y ait mort. Et dans cette logique, la vie engendre la mort, et la mort, pour Socrate, et donc pour Platon, c'est Platon qui fait parler Socrate, la mort engendrerait la vie, et donc l'âme préexiste au corps, et c'est l'union de cette âme et de ce corps qui donne vie. Socrate ne parle pas, s'il en parle, de ces âmes qui s'emparent de divers corps, c'est tout à fait en cohérence avec les doctrines pythagoriciennes. Mais il n'est pas pythagoricien, même si en fait tout le dialogue du Phédon sur le sort de l'âme après la mort est inspiré quand même de toutes les théories pythagoriciennes, et l'image d'illustration du livre qui est une tombe faite dans un contexte où les pythagoriciens dominaient l'Italie du Sud et rentrent aussi dans cette logique. Donc voilà, il parle des contraires qui s'engendrent mutuellement, et ensuite il parle pour expliquer l'antériorité de l'âme sur le corps, il parle de ce qu'il appelle, Socrate, les réminiscences. Les réminiscences qui prouvent que l'âme existe avant la naissance. Les réminiscences, c'est tous ces souvenirs que l'on a de choses qu'on a déjà vues. Et toutes ces choses qu'on a déjà vues nous placent dans une antériorité qui n'est pas forcément antérieure à notre naissance. Mais il y a aussi des choses déjà vues ou des choses qu'on a déjà pu sembler déjà percevoir, enfin, des choses, l'impression de déjà vu qui seraient pour Socrate, ces impressions de déjà vu, une preuve que notre âme est existée, sans doute dans notre corps, avant la vie que nous avons actuellement, ou une preuve du moins que l'âme, si elle a des sensations de déjà-vu sur des objets qu'on aperçoit, une preuve que l'âme existait avant le corps. Donc la théorie des réminiscences qui prouve et donc qui convainc Simmias et Cébès, qui ont fait la même expérience de réminiscence et l'expérience du déjà-vu, qui prouve que l'âme, selon Socrate, est antérieure à la naissance et à la formation du corps. Donc ça, c'est bon. Et donc Socrate aussi introduit le fait que ce qui est visible change toujours, le corps change, le corps est sujet à dissolution, tout ce que nous voyons, tout ce qui est du monde sensible est sujet à destruction, mais en tout cas tout ce qui est invisible, tout ce qui est pensé est exclu de la corruption ou de la dégradation. Et sur ce postulat de dire ce qui est visible est sujet à la dissolution et ce qui est invisible est incorruptible, eh bien il est facile pour Socrate de dire que le corps visible est sujet au changement, est sujet à la dissolution et à la corruption, et que l'âme, invisible par nature, ne peut pas changer, et qu'elle est indestructible du fait de son invisibilité. Elle est indestructible puisqu'elle n'est pas sujette au changement, et qu'elle ne peut donc pas être détruite. Et c'est là que on lui oppose une opposition. Donc voilà, on lui oppose une opposition. Et puis Socrate parle ensuite des apparitions spectrales, c'est assez aussi paranormal, vous savez, le Phédon, où Socrate parle des fantômes. Et dit que les fantômes dont on voit l'âme, donc l'âme qui se manifeste dans le monde sensible, en fait le spectre, les apparitions spectrales sont Socrate et les fantômes, c'est l'âme qui tout d'un coup se manifeste aux yeux alors que c'est quelque chose qui est censément invisible. Eh bien il dit que ce sont pour lui, Socrate, des âmes
alourdies par trop de péchés, et des âmes trop attachées aux choses matérielles, des âmes trop attachées aux choses corporelles, et des âmes qui sont tellement attachées au corps et aux besoins du corps qu'elles elles en deviennent visibles et elles en deviennent presque corporelles, à tel point qu'on est capable de les observer. Et après ça, il y a une contestation de Simmias et de Sébès qui admettent que les âmes peuvent préexister, certes, au corps, mais ils pensent que l'âme a une fin et que l'âme peut se dissoudre avec la mort du corps. Et c'est donc là que Socrate va reprendre son débat. Et donc, alors je vous relis le moment où le débat rebondit sur comment Socrate va prouver le fait que l'âme préexiste au corps, mais l'âme est-elle immortelle? Est-elle vraiment immortelle? Peut-elle vraiment survivre à la mort du corps? Un silence se fit, après que Socrate eut parlé, qui dura longtemps. Socrate lui-même était absorbé par ce qui venait de se dire. Il suffisait de le regarder pour s'en rendre compte, et nous l'étions aussi pour la plupart. Sébès et Simmias dialoguaient à voix basse. Quand ils s'en aperçut, Socrate leur demanda « Qu'y a-t-il ? Ce qui vient d'être exposé laisserait-il, selon vous, à désirer ?» dit-il. De fait, cela peut donner prise encore à pas mal de doutes et d'objections possibles, pour peu que l'on veuille opérer une analyse suffisamment rigoureuse. Mais peut-être, après tout, étiez-vous en train d'examiner un sujet complètement différent, auquel cas je parle pour ne rien dire. Si pourtant c'est l'un des points évoqués qui fait difficulté, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire, à reprendre la recherche selon une méthode qui vous paraîtra meilleure et à me prendre à votre tour comme collaborateur, si vous pensez qu'avec mon aide il y aura un peu plus de chances de sortir de ces difficultés. Alors Simmias, eh bien oui Socrate, je vais te dire la vérité. Il y a déjà un bon moment que chacun de nous deux, conscient de toutes ces difficultés, pousse l'autre et le presse de t'interroger, tiraillés que nous sommes entre notre désir de t'entendre et le scrupule de t'importuner, car nous craignons qu'en raison de ton malheur présent, cela ne te soit désagréable. En entendant cela, Socrate se mit à rire doucement, et dit « Oh là là, Simmias, quel mal j'aurais à persuader les autres hommes que je ne tiens pas mon sort présent pour un malheur, si en vérité, même vous, je suis impuissant à vous persuader. Voilà que vous me soupçonnez d'avoir en ce moment un caractère plus difficile que celui que j'ai eu tout au long de ma vie. À ce qu'il semble, je ne vous parais pas valoir les signes pour ce qui est de la divination. Car eux, dès qu'ils sentent qu'il leur faut mourir, le chant qu'ils chantaient déjà auparavant, ils le chantent alors de façon plus fréquente et plus éclatante, tout à la joie d'aller retrouver le Dieu qu'ils servent. Mais les humains, à cause de la peur qu'ils ont de la mort, calomnient même les signes, disant « Ils se lamentent sur leur mort, c'est la douleur qui inspire leur dernier chant. » Sans réfléchir qu'aucun oiseau ne chante quand il a faim, quand il a froid, quand il souffre d'une peine quelconque, pas même le rossignol, ni l'hirondelle, ni la huppe, eux dont le chant serait, à ce qu'on raconte, une lamentation inspirée par la souffrance. Mais, pour moi, il me paraît que ce n'est pas la souffrance qui les fait chanter, ni eux, ni les signes qui sont, que je sache, les oiseaux d'Apollon, et possèdent donc le don de la divination. C'est la préscience des biens qu'ils trouveront chez Hadès qui les fait chanter et se réjouir ce jour-là bien plus que jamais auparavant. Or j'estime justement que je partage avec les signes la même servitude et que je suis consacré au même Dieu. Je ne pense pas être plus mauvais devin qu'eux, car c'est du Maître que je tiens ce don, et je n'éprouve pas plus d'amertume qu'eux à me séparer de la vie. Voilà au moins qui doit vous pousser à parler et à poser toutes les questions que vous voulez, tant que le permettront les représentants des Athéniens, les 11. C'est une belle réponse, dit Simmias. Aussi vais-je te dire ce qui fait pour moi difficulté, et Sébès, à son tour, t'expliquera pourquoi il n'accepte pas ce qui a été dit. Car à mon avis, Socrate, et sans doute est-ce aussi le tien, arriver à une connaissance claire en ce domaine ou bien est impossible en cette vie, ou bien est extrêmement difficile. En revanche, ne pas soumettre à une critique exhaustive ce qui a pu se dire sur le sujet, abandonner avant de s'être vraiment épuisé à examiner le problème sous toutes ses faces, ce serait manquer par trop de consistance et d'énergie. Sur ces questions, il faut en effet réaliser au moins l'une de ces trois possibilités. Apprendre ce qu'il en est, le découvrir,
ou si ces deux voies se révèlent également impossibles, choisir en tout cas parmi les discours tenus par les humains ce qui s'y trouve de meilleur et de moins contestable, et se laisser porter comme si on agrippait un radeau, en encourant le risque de faire ainsi la traversée de la vie, faute de pouvoir se confier avec plus de sécurité et moins de risque à une embarcation plus solide, c'est-à-dire à une parole divine. Aussi, à présent, n'aurais-je pas honte de t'interroger puisque tu me dis toi-même de le faire, et n'aurais-je pas plus tard le remords de ne pas t'avoir dit maintenant quelle est mon opinion. Car je l'avoue, Socrate, quand j'examine tout seul ou en consultant Cébès ce qui a été dit, il ne me paraît pas du tout qu'on ait parlé de façon satisfaisante. Alors Socrate, il est fort possible, ami, dit-il, que tu sois dans le vrai en ayant cette impression. Mais dis-moi, en quoi au juste n'est-ce pas satisfaisant? En ce que, dit Simmias, on pourrait à mon sens tenir exactement le même raisonnement à propos d'une harmonie musicale et d'une lyre avec ses cordes. On dirait de la même façon l'harmonie est une chose qu'on ne voit pas et qui n'a pas de corps, qui est très belle, divine, même quand la lyre a été bien accordée, alors que la lyre, elle, et ses cordes, ce sont des corps. Elles révèlent de l'espèce corporelle. Elles sont composées, terreuses, apparentées à ce qui est mortel. Supposons alors qu'on casse la lyre, qu'on coupe ses cordes, ou encore qu'on les arrache. On pourrait soutenir ensuite, à l'aide d'un raisonnement identique au tien, que nécessairement l'harmonie en question existe encore et qu'elle n'a pas péri. Aucun moyen, dirait-on, que puisse exister encore ni la lyre une fois que ses cordes ont sauté, ni les cordes puisqu'elles appartiennent à l'espèce mortelle. Mais aucun moyen non plus que ne périsse l'harmonie, qui par sa nature est semblable et apparentée au divin et à l'immortel, et qu'elle ne périsse la première avant ce qui est mortel. On affirmerait tout le contraire, que cette harmonie continue nécessairement à exister d'une certaine manière, et que le bois et les cornes. Donc voilà l'objection de Simmias qui parle de la doctrine qu'on appelle la doctrine de l'âme-harmonie, doctrine de l'âme-harmonie qui est une objection un peu alambiquée de Simmias qui veut contredire Socrate, et donc il imagine que le corps est comme une lyre qui tend l'âme et que c'est la tension que le corps applique à l'âme qui fait de l'âme ce qu'elle est et qui fait ce que nous sommes, et qu'à la destruction de ce corps qui se tend par sa dissolution, eh bien l'âme qui était tendue et façonnée par le corps disparaît avec le corps, et que de cette disparition provient la mort, et que la mort est la fin de toute chose. Et pour réfuter cet argument, Socrate va utiliser une chose très simple, il va utiliser une de ses précédentes démonstrations. Il va dire à Simmias, Simmias, tu as affirmé que l'âme, d'après la théorie des réminiscences, est préexistante à la naissance du corps, que l'âme existe avant la naissance du corps, que l'âme est antérieure au corps, et donc si l'âme est antérieure au corps, elle n'est pas formée ou façonnée par le corps comme une lyre façonne une harmonie, mais elle est déjà formée et elle a déjà sa personnalité propre avant d'épouser le corps et de faire union avec un corps. C'est comme ça que Socrate réfute Simmias. Et ensuite Socrate doit réfuter Cébès, qui lui utilise autre chose. Cébès n'utilise pas cette théorie de l'âme qui se détruit avec le corps, mais il dit qu'une âme peut passer de corps en corps, mais à la fin, comme toute chose, elle s'épuise, comme les cordes d'un tisserand, dit-il, et qu'elle arrive à sa fin. Et de fait, elle meurt elle aussi. Et Socrate, pour réfuter Simmias, eh bien, il dit que l'âme peut faire ce qu'elle veut, elle peut aller contre le corps, et il remet en exergue la doctrine de l'immortalité de l'âme et de son union à elle-même. Et de fait, il arrive à réfuter Cébès. Il y a certainement autre chose, mais j'ai dû oublier. C'est tellement dense, tellement parfois difficile, les arguments qui sont donnés, qu'on s'y perd.
et qu'il faut relire plusieurs fois comme Caton le Phédon pour essayer d'apercevoir ce que veut dire Socrate au sujet de la mort, au sujet de l'âme, au sujet de l'immortalité de l'âme. Et l'un des éléments ensuite du discours le plus, voilà, une fois que Socrate a réfuté, comme il le fait d'habitude, ses contradicteurs, et qu'il parle ensuite de sa théorie, il parle du mythe final. Souvent les dialogues de Platon sont ponctués d'un mythe final, et là le mythe final c'est le mythe des âmes bonnes et mauvaises qui doivent se racheter. Les mauvaises doivent se racheter après leur mort par des épreuves et qui vont leur pardonner leurs fautes passées, et les âmes bonnes vont directement vers l'éther et vers les plus hautes sphères. Dans le Phédon et dans la fin du Phédon, c'est le purgatoire qui est décrit, c'est le purgatoire platonicien, c'est le purgatoire de Socrate qui semble décrire un purgatoire et qui formule une espérance, l'espérance de la vie après la mort et donc de l'immortalité de l'âme, immortalité de l'âme qu'il a voulu prouver, qu'il a essayé de prouver tout au long du dialogue. Et en lisant ce dialogue, vous allez comprendre toutes les subtilités. Là, j'ai vraiment résumé à grands traits ce qui pouvait être dit, mais le dialogue se termine par le mythe du purgatoire, le mythe d'un purgatoire platonicien où les bonnes âmes sont envoyées directement vers un espèce de nirvana, et les mauvaises doivent racheter leurs fautes par plein d'épreuves. Et pour finir, c'est le moment le plus émouvant du Phédon, c'est le moment où Socrate, après avoir achevé son dialogue sur la mort, va s'apprêter à mettre en pratique ses enseignements et va s'apprêter à mourir. Et devant l'affolement des condisciples, il va les rassurer comme il peut, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de former l'âme de ses disciples et de leur faire comprendre que la mort n'est pas un mal, que la mort n'est qu'un passage. Et c'est pour cette raison qu'à la fin du discours, il va demander à Criton qui a le même âge que lui, Criton qui est son ami d'enfance, d'offrir un coq à Esculape, puisqu'enfin Socrate est délivré de la maladie qu'est la vie, délivré de toutes les contraintes qu'a fait peser sur lui son corps, toutes les contraintes qui ont été les siennes quand il était en pleine possession de son corps. Il pourra enfin discourir sans discontinuer et se concentrer sur le seul siège de la pensée, l'âme, ce qu'il a fait toute sa vie. Et donc pour finir ce compte rendu, je vous lis les dernières pages du Phédon qui sont très émouvantes et qui sont très belles, et je n'ajouterai pas d'autres commentaires à la lecture. C'est comme ça que j'achève ce compte rendu de lecture. Concluons, Simmias. C'est exactement pour ces raisons, celles que je viens d'exposer, qu'il faut tout mettre en œuvre pour en cette vie participer à l'excellence et à la pensée. Le prix à remporter est beau et l'espérance noble. Certes, prétendre à toute force qu'il en va exactement comme je viens de le dire, cela ne convient pas à un homme qui a quelque intelligence. Mais qu'il en aille ainsi, ou à peu près ainsi, de nos âmes et de leur séjour, si du moins l'âme est vraiment une chose immortelle. Voilà, au contraire, me semble-t-il, ce qu'il convient de soutenir. Voilà le risque que doit courir celui qui croit qu'il en est ainsi. Car c'est un risque qui vaut la peine d'être couru. Et tout cela, il faut en faire pour soi-même comme une incantation. C'est bien pourquoi, d'ailleurs, depuis un bon moment, je n'en finis pas avec ce mythe. Pour toutes ces raisons, donc, il doit avoir confiance en ce qui regarde son âme. L'homme qui, sa vie durant, a congédié les plaisirs que le corps procure comme tout ce qui sert à le parer et à l'arranger, en voyant promener tout cela comme autant de préoccupations qui lui sont étrangères, et dont il pense qu'elles font finalement plus de mal que de bien. Au contraire, les plaisirs et les soins liés au fait d'apprendre, c'est à eux qu'il a consacré tous ses efforts. L'arrangement qu'il a donné à son âme, ce n'est pas une parure étrangère, c'est son arrangement à elle. J'entends par là modération, justice, courage, liberté, vérité.
C'est ainsi qu'un tel homme attend calmement son voyage vers l'Hadès, prêt à le faire quand le destin l'appellera. Pour chacun d'entre vous, dit-il, Simias, Sébès et tous les autres, ce voyage est remis à plus tard, à un moment qu'on ne connaît pas. Mais moi, pour parler comme un personnage de tragédie, c'est maintenant déjà que le destin m'appelle. D'ailleurs, ce doit être à peu près l'heure de prendre mon bain, car j'aime mieux m'être lavé avant de boire le poison, pour ne pas donner aux femmes la peine de laver un cadavre. Quand il eut fini de parler, Criton intervint. Très bien, Socrate, dit-il. Mais quelles instructions as-tu à nous donner, à eux ou à moi, au sujet de tes enfants, ou de quoi que ce soit d'autre? Tout ce que nous pourrons faire pour toi, c'est avec la plus grande joie que nous le ferons. Mais tout simplement, Criton, dit-il, ce que je n'ai jamais cessé de vous dire, rien d'autre. C'est en ayant souci de vous-même que tout ce que vous pourrez faire procurera de la joie à moi et aux miens, et à vous aussi, même si à présent vous ne prenez pas d'engagement. Mais si vous n'avez pas souci de vous-même, si vous n'acceptez pas de vivre en suivant, comme à la trace, ce que nous avons dit aujourd'hui et dans le passé, alors, même si vous aviez pris tous les engagements possibles, en y mettant dans les circonstances présentes toute l'intensité possible, vous n'en serez pas plus avancé. Eh bien, dit-il, nous mettrons tout notre cœur à faire comme tu dis, mais comment devrons-nous t'ensevelir? Comme vous voudrez, dit Socrate, à condition du moins que vous réussissiez à m'attraper, et que je ne vous échappe pas. En disant cela, il se mit à rire doucement, et, regardant de notre côté, il ajouta « Non, je n'arrive pas à persuader Criton, mes amis, que moi je suis ce Socrate qui dialogue avec vous à cet instant, et qui essaie d'assigner à chacun de ses énoncés la place requise par l'ordre du discours. Il s'imagine que moi, je suis celui qu'il verra dans peu de temps, ce cadavre, et alors il demande comment m'ensevelir, moi. Quant à tout ce que moi, j'ai bien pu faire comme discours, et depuis un bon moment, disant qu'après avoir bu le poison, je ne resterai plus auprès de vous, mais je partirai, m'en allant vers certaines félicités qui sont celles des bienheureux. Tout cela est pour lui, je crois, parole en l'air, une histoire que je vous racontais pour vous consoler, vous, et moi en même temps. Soyons donc mes garants auprès de Criton, dit-il. Mais garantissez-lui le contraire de ce qu'il garantissait à mes juges. Lui jurait que je resterai. Mais vous, jurez que je ne resterai pas, et portez-vous garant au contraire qu'une fois mort, je partirai, je m'en irai. Ainsi ce sera plus facile à supporter pour Criton, et, en voyant brûler ou enterrer mon corps, il n'ira pas s'indigner en pensant qu'on me fait subir d'horribles traitements, ni dire pendant la cérémonie que c'est Socrate qui est exposé, ou dont il suit le convoi, ou qu'il porte en terre. Car il faut que tu saches ceci, excellent Criton. Ne pas parler comme il convient constitue non seulement une faute de mesure par rapport à ce qui est ici en question, mais cela fait aussi du mal aux âmes. Allons, il faut avoir confiance. Il faut dire que ce que tu ensevelis, c'est mon corps, et l'ensevelir comme il te plaira, et de la manière que tu jugeras la plus conforme aux usages. Sur ces mots, il se leva, et alla dans une autre salle pour s'y baigner. Criton le suivit et nous pria d'attendre. Nous attendions donc, parlant entre nous de ce qui s'était dit, et reprenant l'examen. Mais, par moments, nous recommencions à nous étendre sur la grandeur du malheur qui nous frappait. Cela, pensions-nous, revenait purement et simplement à perdre notre père, à être orphelin tout le reste de notre vie. Quand Socrate se fut baigné, on lui apporta ses enfants. Il avait 2 fils encore petits, et un autre déjà grand. Puis les femmes de sa famille arrivèrent. Il s'entretint avec elles en présence de Criton et leur fit part de ses dernières volontés. Ensuite, il dit aux femmes et aux enfants de s'en aller, et revint alors auprès de nous. Le soleil était déjà près de se coucher, car Socrate avait passé beaucoup de temps dans l'autre salle. Quand il entra, une fois lavé, il s'assit, et, après, il ne se dit plus grand-chose. Le serviteur des 11 arriva alors, et, se tenant debout devant Socrate, « Socrate, dit-il, à toi au moins je n'aurai pas à reprocher ce que je reproche aux autres. Eux s'en prennent à moi, et me maudissent quand je les invite, sur l'ordre des magistrats, à boire le poison. Mais toi, j'ai déjà eu maintes fois l'occasion, durant tout le temps que tu as passé ici, de reconnaître que tu es le plus noble, le plus doux, le meilleur de tous ceux qui sont jamais venus en cet endroit. Et, même en ce moment, je sais bien que ce n'est pas à moi que tu t'en prends, mais à eux. Les responsables, en effet, tu les connais. À présent donc, car tu sais bien ce que je suis venu t'annoncer, adieu. Et essaie de supporter aussi facilement que tu pourras l'inévitable. » Puis, les larmes aux yeux, il se détourna et s'éloigna. Socrate leva son regard vers lui. « À toi aussi, dit-il, adieu, et nous ferons comme tu dis. » Et se tournant vers nous, « Que de courtoisie, dit-il, chez cet homme.
Pendant tout le temps que j'ai passé ici, il venait me voir, et parfois nous parlions ensemble. C'était le plus aimable des hommes. Et maintenant, avec quelle générosité il me pleure. Allons, Criton, obéissons-lui, et qu'on apporte le poison s'il est broyé. Sinon, que l'homme qui en est chargé le fasse. Alors, Criton, mais Socrate, dit-il, le soleil est toujours sur les montagnes. Il n'est pas encore couché, semble-t-il. De plus, je sais que d'autres ont bu le poison fort longtemps après qu'on leur eut enjoint de le faire, et qu'ils ont d'abord bien mangé et bien bu. Certains même ont eu des rapports avec les personnes dont ils avaient envie. Ne te presse donc pas, il y a encore le temps. Socrate répondit. Il est tout naturel, Criton, que ceux dont tu parles agissent de cette façon. Ils croient sûrement y gagner quelque chose. Quant à moi, il est naturel que je ne fasse rien de semblable, car je ne crois pas avoir rien à gagner en retardant le moment de boire, sinon me couvrir de ridicule à mes propres yeux, en me cramponnant à la vie et en l'économisant, alors qu'il n'en reste déjà plus. C'est assez maintenant, dit-il. Fais ce que je te dis, rien d'autre. En entendant cela, Criton fit un signe à l'esclave qui se tenait tout à côté. L'esclave sortit, et mit un certain temps avant de revenir, suivi de celui qui devait donner le poison, et qui l'apportait tout broyé dans une coupe. Quand il vit l'homme, Socrate lui dit « Très bien, mon ami, c'est toi qui t'y connais, que faut-il faire ?»« Rien d'autre, répondit-il, qu'aller et venir après avoir bu jusqu'à ce que tu sentes une lourdeur dans les jambes. À ce moment, allonge-toi. De cette façon, cela fera son effet. » En même temps, il lui tendit la coupe. Socrate la prit. Il fallait voir Échécrate. Avec quelle sérénité, sans un tremblement, sans changer de couleur, sans changer de visage. Mais regardant l'homme par en dessous avec ses yeux de taureau selon son habitude, « Qu'en dis-tu, fit-il, si l'on ferait une libation à un dieu avec ce breuvage? Est-ce permis ou non ?»« C'est que, Socrate, répondit l'autre, nous embroyons juste la quantité que nous croyons nécessaire de boire. Je comprends, dit Socrate. Au moins, je suppose, est-il permis et même obligatoire de faire au Dieu une prière pour que le sort soit favorable à ce changement de séjour, d'ici vers là-bas. Telle est donc ma prière. Et puisse-t-il en être ainsi? À peine avait-il dit ces mots qu'il porta la coupe à ses lèvres, et tout tranquillement, tout facilement, il la vida. Jusqu'à ce moment, nous avions, pour la plupart, réussi à nous retenir de pleurer. Mais quand nous vîmes qu'il buvait et qu'il avait bu, impossible. Ce fut plus fort que moi. Je laissai moi aussi couler mes larmes, à tel point que je dus me couvrir le visage pour pleurer sur moi-même. Car ce n'était pas sur lui, mais sur mon propre sort que je pleurais, en comprenant quel ami j'allais perdre. Quant à Criton, qui encore plus tôt que moi n'avait pu retenir ses larmes, il s'était dressé. Mais Apollodore, qui pendant tout le temps qui précédait n'avait cessé de pleurer, se mit à ce moment-là à rugir de douleur, à hurler son indignation, si bien qu'il n'y avait personne de tous ceux qui étaient présents dont il ne brisa le courage. À l'exception bien entendu de Socrate qui dit « Mais que faites-vous donc? Vous êtes vraiment étonnant. Enfin, si j'ai renvoyé les femmes, c'est surtout pour cette raison, pour éviter semblable fausse note. Car j'ai entendu dire qu'il faut mourir avec des paroles de bon augure. Allons, restez calme et tenez bon. » Alors, pris de honte, nous réussîmes à nous retenir de pleurer. Quant à lui, il se mit à marcher de long en large, puis il nous dit que ses jambes s'alourdissaient. Il se coucha sur le dos, comme le lui avait recommandé l'homme qui lui avait apporté le poison. Celui-ci, alors, lui palpa les bras et les jambes, et continua à les examiner par intervalles. Au bout d'un moment, il lui serra le pied avec force et lui demanda s'il sentait quelque chose. Socrate dit que non. Ensuite, l'homme en fit autant pour les chevilles, et, à mesure qu'il remontait le long des jambes. Il nous montrait ainsi que Socrate se refroidissait et devenait raide. Il continuait de le palper et dit que lorsque le froid lui atteindrait le cœur, alors Socrate partirait. Déjà, presque toute la région du bas-ventre était froide. Découvrant son visage, car il se l'était couvert, Socrate dit, et ce furent là les derniers mots qu'il prononça, « Criton, nous devons un coq à Esculape. Payez cette dette, ne soyez pas négligent. » « Bien sûr, fit Criton, ce sera fait. Mais vois si tu n'as rien d'autre à nous dire. » À cette question, Socrate ne répondit plus rien. Au bout d'un petit moment, il eut un soubresaut. L'homme lui découvrit le visage. Socrate avait le regard fixe. Voyant cela, Criton lui ferma la bouche et les yeux. Voilà, Échécrate, ce que fut la fin de notre ami. D'un homme dont nous pouvons dire que, parmi tous ceux qu'il nous a été donné de connaître, il fut le meilleur, le plus sensé aussi, et le plus juste.
ζεις φαίνου, μηδέν όλος υλικού, προς όλιγον αισθητός είναι, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Όσον ζεις φαίνου, μηδέν όλος υλικού, προς όλιγον αισθητός είναι, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Όσον ζεις φαίνου, μηδέν όλος υλικού, προς